où il faut apparaître, exactement la seconde où il faut disparaître. Alors c'est pour ça que c'est très, très, très difficile d'avoir des photographies d'extraterrestres. C'est facile d'avoir des photographies d'OVNI. Ce n'est pas dangereux, des photographies d'OVNI, parce que beaucoup de photographies d'OVNI, évidemment, sont fausses. Donc, ça laisse toujours chez l'homme son libre arbitre de croire, puis son libre arbitre de ne pas croire. Donc, c'est totalement intelligent, parce que le but est visé. Le but, c'est d'habituer l'homme à penser que peut-être ce soit possible. Et c'est ça qui est suffisant, c'est qu'ils en arrivent à habituer l'homme à ce que ce soit possible. Mais ils ne donnent pas à l'homme la certitude. Parce que c'est seulement l'homme qui sera muté dans sa conscience, qui aura dans le temps la capacité d'absorber suffisamment après avoir subi de nombreux chocs émotionnel, il s'habituera graduellement et il sera capable de faire passer en lui une plus grande énergie. Et lorsque cette énergie va passer dans le fil, il sera capable de voir des créatures qui ne viennent pas du tout de ce monde, qui ne viennent pas du tout de notre dimension à nous, qui ne viennent pas du tout de notre temps à nous et qui vivent d'une manière parallèle à nous, qui sont beaucoup plus extradimensionnels qu'extraterrestres. Et il aura l'habitude de les voir et d'être capable en contact avec ces créatures sans être soumis à ces créatures. D'être soumis à cette intelligence-là. Parce que l'homme aura une intelligence tellement évoluée qu'il sera capable, pour une fois, d'être égal à égal au lieu de répéter l'expérience de Christophe Colomb et que tout le monde se mette à genoux et que finalement tout le monde se fasse massacrer. Fait qu'il y aura une expérience d'égal à égal. C'est-à-dire qu'il y a dans la loi d'une galaxie l'interdiction d'intervenir sur une planète pour la changer d'une manière qui est radicale. Lorsqu'il y a une permission sur une planète pour la changer d'une manière radicale, la seule permission qui est donnée par une galaxie pour changer une planète d'une manière totale, c'est parce qu'elle n'a plus son importance au niveau physique. Et à ce moment-là, elle est détruite par un météore. Et je tiens à vous certifier que tant et aussi longtemps que l'être humain est en évolution au rythme où il est présentement, un météore ne peut pas détruire la Terre parce que ça ne fait pas partie du plan de l'évolution de la conscience humaine d'être touché par un météorite qui détruirait tout sur Terre. On peut avoir des tsunamis, on peut avoir des destructions pour prendre conscience de la fragilité de la Terre, mais ce qui n'est plus permis présentement sur Terre, c'est une destruction massive de la Terre. Pour la simple et unique raison, c'est que l'être humain n'est pas un dinosaure et qu'il est extrêmement évolué. Peu importe ce qu'on puisse penser à cause des religions, des guerres et de la politique, l'homme est extrêmement évolué, intuitif, et il est devenu, au niveau des énergies célestes, il est devenu cosmique, il est devenu une créature d'importance. C'est devenu un enfant de la galaxie. C'est devenu un enfant des étoiles qui a son importance, qui a son intelligence. Et c'est la raison pour laquelle la Terre ne peut pas être détruite d'une manière globale. Il peut y avoir des avertissements, mais jamais on va toucher à l'être humain qui est dans sa conscience. Jamais on va toucher à l'être humain qui est dans une évolution importante. Il sera suffisamment touché lui-même. Un être humain qui passe à une nouvelle conscience est énormément touché en lui-même pour que les énergies entrent. Une fois que c'est fait, il est sous la tutelle d'une communication et d'une communion qui le protège. Ce qui va disparaître de la Terre avec le temps, c'est l'être humain qui est dans son inconscience. La chose qui peut disparaître de la Terre, c'est l'être humain qui est dans son inconscience. S'il y a des pays qui sont trop archaïques, s'il y a des pays qui ne sont pas à s'avancer, s'il y a des pays qui ne subissent pas ce principe d'évolution, ce principe d'individualité, ce principe d'intelligence, et qui auraient de l'armement, qui risqueraient de mettre en péril des civilisations qui sont beaucoup plus avancées, elles seront automatiquement éradiquées de la Terre. Automatiquement. Que ce soit par l'intervention d'hommes
sur d'autres hommes ou que ce soit par l'intervention de ces intelligences-là. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, on est avec des intelligences qui contrôlent parfaitement bien la dimension de l'espace, la dimension du temps, et qui contrôlent parfaitement bien ce qui s'en vient sur Terre. Donc, d'une certaine manière, vous comprendrez que l'homme quitte une dictature de l'âme pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler une dictature de l'esprit. Mais une dictature de l'esprit, c'est une dictature de l'intelligence. Alors qu'autrefois, l'homme a fait partie d'une grande dictature de la stupidité et de la niaiserie collective. Et cette chose-là doit être finalisée. Et c'est ce qui se finalise en ce moment chez des individus qui ont travaillé en eux-mêmes, pour eux-mêmes, dans une très grande solitude et qui ne peuvent pas être saisis, qui ne peuvent pas être compris parce que l'être humain est quelque chose d'extrêmement lumineux, extrêmement important, extrêmement brillant et que certains êtres humains, au niveau de leur sensibilité, ressentent. Donc, ces grands maîtres de la galaxie qui sont branchés avec d'autres galaxies ont une conscience intergalactique. Et vous comprendrez, bien sûr, que la majorité des planètes, la majorité des soleils que vous regardez le soir possèdent un système solaire. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, il y a beaucoup de planètes avec des intelligences extrêmement évoluées. Mais il faut comprendre que lorsque cette intelligence, elle est extrêmement évoluée, et qu'ils ont eu le temps d'évoluer au niveau où ils ne vivent plus. Au niveau de la matière, lorsque leur soleil explose et que ça devient des géantes rouges et des naines blanches, ça fait depuis extrêmement longtemps que les esprits ont migré, s'ils le veulent, vers des plans extradimensionnels qui appartiennent pas du tout à l'entendement de ce que nous, on appelle de la matière, qui appartiennent pas du tout à l'entendement de ce que nous, on pense comme densification. Pour eux, l'être humain, c'est une roche sophistiquée. Donc, ils se débarrassent de la densification matérielle pour vivre à un niveau qui est strictement énergétique. Donc, le mutant est un individu qui laisse derrière lui la matière et qui se transforme en énergie. C'est le but de la mutation, c'est que le mutant passe de la densification matérielle, il va quitter les minéraux de ce qui le compose. Il va quitter la densification de son corps pour passer strictement à un être qui est totalement électrique. Autrement dit, il va faire un avec la foudre, il va faire un avec l'électricité, il va faire un avec les invisibles qui appartiennent à des champs électriques de notre monde. Alors, ce sont des êtres qui ont une substance tellement élevée, une partie d'eux est électrique et une partie d'eux est très proche de ce que les scientifiques appellent des rayons gamma. Donc, ils vivent à partir d'une fréquence lumineuse qui est extrêmement différente de celle auquel nous, on est habitués, et ils ne vivent pas au niveau de la dimension qui appartient à notre spectre de visibilité. Et c'est même comme ça, aussitôt qu'un être humain quitte son corps, après la vie, il ne peut plus, parce qu'il quitte le spectre de notre visibilité, il ne peut plus vivre dans un corps, parce que justement, le corps s'est dissocié de l'âme. L'âme elle est dans une fréquence qu'on pourrait qualifier d'infrarouge. Elle est radioélectrique. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque des individus tentent de communiquer avec des gens qui sont décédés, avec des gens qui sont morts, il se produit des phénomènes électriques dans la maison parce que la fréquence est au niveau de l'infrarouge. Et elle est au niveau de l'électricité, parce que dans l'être humain, il y a énormément d'électricité. Sauf qu'à un moment donné, on peut dire qu'il change de fil. Lorsqu'un individu meurt, l'âme est réévaluée, l'âme elle est étudiée, l'âme elle est mesurée au niveau de son intelligence, au niveau de son apprentissage, et elle n'est pas libre. Parce que ce n'est pas de l'esprit, elle n'est pas libre et elle est assujettie à des lois de ce que l'homme appelle le karma. C'est-à-dire de revenir sans cesse pour recommencer à apprendre une expérience ou une autre. Mais lorsque l'homme passe à de l'esprit, il est libre. C'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, il décide de ce qu'il doit faire. S'il revient sur Terre,
ça peut être pour de l'enseignement. S'il ne revient pas sur Terre, c'est parce qu'il fait autre chose de lumineux, parce qu'il fait un autre travail, à un autre plan, sur d'autres planètes. Parce que le travail, il est très, très long. Le travail au niveau de l'esprit, le travail au niveau de la sérénité, le travail au niveau de la condensation de son infinité, le travail de comprendre les différentes cultures et races des autres planètes, la différence de comprendre l'ego, même sur d'autres planètes qui sont très avancées, c'est d'autres lois, c'est d'autres structures. À un moment donné, l'être humain doit comprendre que son ego, c'est simplement l'imperméable de sa personnalité qui lui permet d'empêcher de ressentir les petites gouttes de pluie qui le rendent si fragile lorsque quelqu'un pense différemment de lui, parce qu'il risque d'éclater. Alors vous pouvez vous imaginer, lorsque vous entrez en contact avec de l'invisibilité, lorsque vous rencontrez en contact avec des êtres qui ont une telle puissance, une telle force, à quel degré que l'être humain n'est pas libre et qu'il doit absorber tranquillement ces forces-là. Et la première chose dont il doit l'absorber, il va l'absorber au niveau de la télépathie, il va l'absorber au niveau de l'intuition, il va l'absorber au niveau de la synchronicité, il va l'absorber au niveau de la densification matérielle et il va être capable à ce moment-là de visiter d'autres plans auxquels il va s'habituer dans sa vie pour ne pas devenir fou. Et graduellement, il va comprendre la différence entre son mental, la différence entre ce qui est intelligent en lui et la différence entre ce qui n'est pas intelligent en lui, la différence entre ce qui lui appartient en lui et la différence entre ce qui ne lui appartient pas en lui. Et à ce moment-là, il est capable, l'être humain, de faire la différence entre ce qui est intelligent au niveau des êtres extradimensionnels et ce qui n'est pas intelligent au niveau des êtres extradimensionnels, parce qu'il y a des êtres extradimensionnels qui n'ont pas nécessairement l'intelligence de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des forces occultes, il y a des forces invisibles qui appartiennent à la Terre. Et ces forces invisibles qui appartiennent à la Terre ne sont pas intelligentes. Elles étaient là avant l'existence de l'homme et on les dérange. Et c'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, l'esprit du mal. Et l'homme, à ce moment-là, ces créatures ont le pouvoir d'interférer entre son inconscient, son subconscient, pour polluer son mental. C'est la raison pour laquelle l'homme n'est pas libre sur Terre, c'est que son mental est extrêmement pollué par des entités, par des forces négatives, qu'autrefois on pouvait appeler un principe satanique, qui fait que ces créatures empêchent l'homme d'être libre dans sa pensée. Donc l'homme sur Terre, fondamentalement, n'est pas libre, il est parasité. Et au fur et à mesure où il passe à la conscience, son ego n'est plus parasité. S'il y a des gens, par exemple, qui ont, à un moment donné, fumé la cigarette dans leur vie, ils ont cru que la cigarette, ça faisait partie de leur vie. Et ça a été très, très difficile pour eux d'arrêter de fumer ou se défaire d'une substance. Alors, les gens qui arrêtent de fumer la cigarette ont l'impression de mourir. Parce qu'ils croyaient que la cigarette, c'était eux. Et lorsqu'ils arrêtent de fumer la cigarette, ils ont comme l'impression de vivre un deuil, de vivre une mort, qu'il leur manque quelque chose. Alors ils regardent partout dans la maison, ils cherchent quelque chose, ils mangent, ils pourraient dévorer les murs, parce qu'il leur manque quelque chose. Jusqu'à temps que leur temps permet d'ajuster l'ego, jusqu'au fur et à mesure que la substance toxique s'élimine, ils s'aperçoivent qu'ils n'avaient pas besoin de cigarettes pour vivre. Alors ils retrouvent la pureté lorsqu'ils étaient enfants, avant qu'ils fument. Mais tous les moments psychologiques qui étaient rattachés à la cigarette, à la nicotine, tous les moments où ils prenaient une tasse de café et qu'ils avaient envie de fumer une cigarette, ils sont obligés de prendre conscience que ce n'était pas eux et qu'ils peuvent vivre mieux sans la cigarette. C'est exactement la même chose avec les entités archaïques de la Terre, sumériens,
qui ont régi, amené jusqu'à maintenant le temps de l'homme et qui nous fait à croire que la pensée de l'homme, ça lui appartient, alors que la pensée de l'homme, c'est une possession qui est anti-homme et qui, depuis 4000 ans, crée dans l'homme de très grands malheurs, un très grand manque d'intelligence, une très grande stupidité collective générale de la planète qui fait que l'homme a de la misère de s'arracher aux singes. Et quand l'esprit commence à rentrer, quand l'intelligence commence à rentrer, quand la grandeur de l'homme commence à entrer, il va s'apercevoir qu'il va perdre sa cigarette, puis il va perdre sa tasse de café, et sa soucoupe aussi, et sa soucoupe volante aussi. Ça va disparaître pour faire place à de l'esprit, pour faire place à une intelligence qui est nouvelle. Alors que l'homme a toujours cru qu'il pensait par lui-même, alors que l'homme a toujours imaginé qu'il dirigeait sa vie, ben, il va s'apercevoir que ce n'était pas le cas. Et qu'il était simplement en train d'halluciner qu'il vivait sa vie. Et il n'est pas plus libre, l'homme est conscient le jour, qu'il est libre dans la nuit. Parce qu'il n'est pas libre de ses rêves, il n'est pas libre de ses pensées, il n'est pas libre de son intelligence, il n'est pas libre dans l'âme. Mais quand il passe à l'esprit et qu'il commence à faire des expériences avec les invisibles, qu'il adhère à une télépathie, qu'il adhère à une synchronicité, qu'il adhère à un absolu, qu'il adhère à une intelligence, qu'il peut adhérer à d'autres plans et avoir le discernement de comprendre ce qui est devant lui au niveau de l'invisibilité. Si c'est intelligent ou si ce n'est pas quelque chose d'intelligent, à ce moment-là, on peut dire que là, la vie vaut la peine d'être vécue et que l'homme sur Terre trouvera un véritable sens à la vie, à son intelligence, à sa créativité et qui sera capable de monter sa vibration à un niveau tel qui, lorsque ce sera arrivé, ce jour, il mettra fin à son ancienne race, à son ancienne civilisation, et on va passer à ce moment-là à la période de ce qu'on appelle la période des Lumières. Il va passer à la période de son intelligence absolue, et certains décideront, s'ils le veulent, de ne plus vivre sur la Terre, de se dématérialiser et de se rematérialiser dans un plan de conscience qui seront différents, bien entendu, de l'entendement de ce que l'être humain vit aujourd'hui, de ce que l'être humain peut même arriver à penser dans ses petites chaussettes aujourd'hui. Ça va être des plans qui vont être différents. Ça va être des structures différentes. Ça va être une transformation complète. Donc, ces hommes, ces femmes, ces êtres auront la capacité de gérer la vie sur d'autres planètes. Ils seront ensemencés, inséminés par une intelligence qui sera totalement absolue et qui n'a rien à voir avec le petit Jésus, mais qui a affaire avec une grande intelligence. Le petit Jésus a eu son importance. En passant, il a eu l'importance de créer et de permettre la création de certaines civilisations sur Terre, parce que le principe de ce qu'on appelle l'amour, et c'est une vibration extrêmement importante, parce que ça permet l'organisation des sociétés. Mais évidemment, ce n'est pas l'amour tel que on le connaît au niveau de la fusion. L'amour tel que l'on connaît au niveau de la fusion est tellement grand que si vous pouviez le vivre sur Terre, probablement, ce serait tellement puissant comme expérience que votre âme serait complètement déchirée. Donc, l'amour est une vibration qui est extrêmement élevée parce que l'amour, ça permet une fusion avec le cosmos. L'amour permet une fusion avec le cosmos. L'amour permet une fusion avec des entités de très haut niveau. Et si l'homme devait le faire immédiatement, il ne pourrait plus vivre matériellement dans son corps sur Terre. Il serait dissous complètement. Autrement dit, il serait brûlé par les rayons de lumière qui émaneraient de ces êtres-là. Imaginez que même les morts, lorsque vous rêvez à eux la nuit et qu'ils sont dans une certaine lumière, dans leur lumière à eux, il est demandé, et d'ailleurs ils vont vous le demander, si vous faites un rêve qui est conscient, ils vont vous demander de ne pas les toucher, tellement que leur enveloppe est fragile. Alors, ça fait partie des lois, ça fait partie de la mémoire akashique de l'humanité, ça fait partie des lois électromagnétiques, ça fait partie des lois de la densification matérielle, tous ces plans-là. Donc, un mort, autrement dit, c'est quelqu'un qui est en évolution, pas sur un autre plan, sur ce plan-ci, mais qui va prendre un corps pour aller plus loin. C'est un processus de métempsychose, c'est un processus de transformation. Donc, toute cette transformation-là existe pour que l'univers
puisse communiquer avec l'homme, pour que l'univers, l'homme puisse se changer, se modifier, atteindre une conscience qui est très, 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 très pointue, qui est formidable, qui lui permet d'obtenir une vie facile, intéressante, une vie qui est complète, une vie qui est divine, une vie qui est absolue, lorsqu'il est en fusion avec ces êtres-là. Et à un moment donné, ce n'est pas dramatique, il mettra fin à l'existence de toute forme de matériaux sur Terre, puis il pourra vivre au niveau de ce qu'on appelle l'éther. Et vivre ce qu'on appelle au niveau de l'éther, c'est ce que les anciens appelaient vivre au paradis. C'est-à-dire, ce sont des plans extrêmement légers au niveau de la matière où l'individu peut baigner à ce moment-là dans ce qu'on appelle l'amour. Il peut baigner dans ce qu'on appelle l'énergie d'échange. Une énergie d'échange veut dire que vous fusionnez avec le monde. C'est comme une goutte d'eau qui est dissoute dans l'océan, mais qui peut revenir une goutte d'eau. C'est-à-dire que l'individu rendu là possède encore son individualité. Il possède une individualité, mais il n'est pas un individu avec une individualité, avec un ego boursouflé. Il a une personnalité, c'est-à-dire qu'il peut se dissoudre dans le tout sans être obligé de dissoudre sa forme physique de son corps éthérique. Je ne parle pas du corps physique, parce que le corps physique doit se dissoudre. De toute manière, il n'a pas de substance, il n'a pas de durée, et c'est juste un niveau de la matière empruntée, et c'est un niveau de la matière qui est emprunté, ce que nous, on appelle sur Terre la durée de vie d'un être humain. C'est emprunté. Un corps, c'est emprunté pour vivre une expérience au niveau de la densification matérielle. L'être humain, à ce moment-là, dans la densification matérielle, parce que ça fait partie de l'étape de l'évolution. Un chien, c'est un chien, puis c'est pas un homme. Puis une souris, c'est une souris, puis ça n'a pas encore tout à fait l'intelligence d'un chien. Puis un chien, à un moment donné, dans son évolution, doit passer au dauphin. Autrement dit, les expériences avant l'homme, vous avez toute la gamme des animaux, mais la fin de ces animaux-là doit passer au dauphin. Le dauphin est la dernière étape. Le dauphin est le dernier animal sur Terre avant qu'une âme soit prête pour être vécue dans l'homme. Alors, ça se fait sur des milliers d'années, ces processus-là. Ça se fait sur beaucoup de temps, ces processus-là. Fait qu'autrefois, il y a eu beaucoup de dauphins sur Terre. Puis maintenant, il y a beaucoup d'humains sur Terre, il y a moins de dauphins. On ne comprend pas du tout le dauphin. On ne comprend pas l'intelligence des dauphins. On ne comprend pas que c'est quasiment humain, un dauphin. Ça a une masse cervicale extrêmement impressionnante, un dauphin. On pourrait dire que le dauphin, c'est un des mammifères qui est un des plus intelligents sur la Terre. Mais c'est pas pour rien. C'est l'étape avant la conscientisation de l'être humain. Fait que, une fois que l'être humain est établi sur Terre, ben, il y a un corps d'emprunt qui n'est pas parfait, qui est minéralisé, qui appartient à la densification matérielle, qui est assujetti à une durabilité de temps. Il y aura probablement une science qui va être capable de faire en sorte que le corps va pouvoir vieillir et prendre peut-être 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, même avant de mourir. Ça, on va développer cette science-là. Et cette science-là, c'est pour très bientôt. Donc, pour mettre environ 200 ans, l'être humain va garder son corps extrêmement longtemps. Mais c'est pas parce qu'un être humain va garder son corps extrêmement longtemps. Est-ce que ça va empêcher qu'un être humain puisse garder son corps extrêmement longtemps? C'est qu'au moins pendant ce temps-là, il n'y aura pas à réapprendre des choses qui lui font perdre du temps. Autrement dit, il ne sera pas obligé de revenir, d'apprendre à parler, d'apprendre à écrire, d'être soumis à un inconscient collectif. Parce qu'un être humain qui aurait la chance de vivre 7, 8, 900 ans aurait la chance de ne plus du tout être influencé dans une seule vie, là. Et d'ailleurs, ça s'en vient, ça. Il aurait la chance de passer à une individualité fusionnée, c'est-à-dire entrer dans une société, être soumis aux lois de la société au début de sa vie, comme tout le monde, comme un enfant, puis à un moment donné, il arrive à un niveau, s'il pouvait vivre 200, 300, 400 ans, il arrive à un niveau où il serait capable de complètement ne plus être influencé par son entourage. C'est-à-dire que dans une seule vie, il pourrait gagner son principe d'individualisation. C'est ça qui serait très, très intéressant. Et c'est ça qui va être vécu dans l'homme du futur en vivant 3, 4, 5, 600 ans, 700 ans, parce que l'être humain a la capacité rapidement de voir ce qui est essentiel et aussi dissoudre
ce qui est inessentiel. C'est que le temps a la possibilité chez l'être humain d'user le fini et d'accomplir son infini. Donc, la temporalisation joue un rôle qui est extrêmement important à plusieurs niveaux. Donc, il y a une pénétration d'énergie, il y a une communication extradimensionnelle, il y a une communication avec les principes de la galaxie et bien entendu, en première base avec les morts qui sont dans une basse vibration. Les morts ne sont pas une haute vibration. C'est une vibration en attendant de reprendre un autre corps et de poursuivre l'expérience. L'être humain est éternel. Dans une forme ou dans une autre, l'être humain ne meurt pas. L'être humain est éternel. Mais l'être humain qui est nouveau, il y a des dauphins qui possèdent une très grande intelligence. Puis il y a des dauphins, quand je veux dire l'étape des dauphins, je veux dire l'étape de la matérialisation de l'âme. Mais l'âme, elle doit prendre son expérience. Et lorsque l'âme prend son expérience, ça ne veut pas dire nécessairement que l'individu, il est intelligent. C'est-à-dire qu'il doit prendre une expérience. Il y en a qui peuvent prendre beaucoup d'expérience à l'intérieur d'un siècle ou 2 siècles. Lorsqu'ils meurent et qu'ils reviennent sur Terre, lorsqu'ils meurent et qu'ils reviennent sur Terre, peuvent aller très loin. Mais la majorité, il y a beaucoup d'âmes sur Terre présentement, pour des raisons que je ne vais expliquer dans une autre conférence parce que ce serait trop long. Il y a beaucoup d'âmes sur Terre présentement qui n'ont pas de maturité. Mais c'est très important pour les prochaines années à venir que les âmes, pour le moment, soient en général presque tous réincarnés sur Terre. Parce que les âmes étant presque tous réincarnés sur Terre, qu'il y ait beaucoup d'âmes de réincarner sur Terre présentement, ça permet à des individus de passer au niveau d'un champ énergétique à un niveau de la conscience cosmique. C'est ce qui est demandé. Une fois que cette chose va être établie, il y aura peut-être sur Terre l'élimination des âmes moins importantes. Quand je veux dire l'élimination des âmes moins importantes, je veux dire qu'ils vont vivre dans un autre espace-temps. Mourir, c'est vivre dans un autre espace-temps. Lorsque vous mourrez, vous vivez dans un autre développement de la structure matérielle qui peut aussi bien appartenir à la Terre qu'elle peut appartenir à une autre planète. Autrement dit, vivre, c'est être conscient de la matière. C'est être conscient aussi de ce qui n'est plus matériel. C'est ça de la vie. Puis la vie entraîne un dépassement de la matière. La vie entraîne la subtilisation du plan matériel pour passer à un niveau qui est extrêmement évolué. Et ça prend un temps. Et l'être humain d'aujourd'hui peut, avec son intelligence, peut avec son esprit, peut avec son potentiel, faire en sorte que s'il entre dans cette intelligence-là, il va comprendre la structure du temps. Il ne sera plus effrayé par la structure du temps, il ne sera plus effrayé par la mort, parce qu'il va savoir en lui-même qu'il est immortel depuis l'aube de l'humanité. Et qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps, que l'homme, il est immortel depuis l'aube de l'humanité. Et que tout dans le cosmos est fait pour durer éternellement. C'est seulement un plan très dense de la matière qui, au niveau de son énergie, est instable et se dissout. Le corps en fait partie. Ce n'est pas, pour l'ego, une expérience souhaitable, mais au niveau énergétique, ça n'a pas d'importance. Parce qu'autrement dit, l'homme, le bébé n'a pas peur de venir au monde, il ne le sait pas, il vient au monde, il existe, il vit. La seule différence, c'est que l'homme, dans son inconscience, pense qu'en soi, la mort est une finalisation totale, parce qu'il vit au niveau de son petit moi, parce qu'il vit au niveau de son petit ego, parce qu'il ne vit pas dans l'intelligence, alors il a peur de perdre quelque chose, c'est-à-dire rien. Donc, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de cette pénétration de l'énergie dans l'être humain qui est en train de se faire présentement dans certains niveaux de la planète. Et tranquillement, je pense que certaines parties de la planète auront le pouvoir d'inséminer au niveau de la vibration, parce que ça ne peut pas se faire avec l'ego, ça ne peut pas se faire avec la personnalité.
la personnalité de l'être humain, elle est trop petite. La personnalité de l'être humain, c'est sa religion, c'est sa foi, c'est ce qu'il croit être, c'est son intoxication, la personnalité de l'être humain. Donc, l'être humain, présentement, il est très intoxiqué, mais présentement, dans certaines parties du monde, il est en train de se désintoxiquer. C'est-à-dire qu'il arrive à une individualité qui est très intéressante, il arrive à un esprit de sa spiritualité qui est très, très, très intéressante, puis il ne doit pas avoir peur de franchir le pas. Il ne doit pas avoir peur de franchir l'humanité. Il ne doit pas avoir peur de franchir le temps pour faire une expérience extraordinaire qui s'appelle son processus d'autodivinisation. Et un processus d'autodivinisation peut se faire même avec un individu qui possède un corps matériel densifié. C'est-à-dire que c'est ce que vous appelez vivre la sérénité. Lorsqu'un individu atteint une très grande sérénité, et qu'il vit ses expériences à ce niveau-là, sa vie, elle est formidable. Parce qu'il sait, parce qu'il expérimente à tous les jours la complicité et l'accomplissement de ces formes d'énergie extrêmement puissante qui circulent à travers son esprit et qui touchent son âme pour la modifier, pour la rendre intelligente, pour ne plus être dans aucune forme d'émotion. Et ça fait une civilisation qui est extrêmement intéressante. Et l'homme, avant d'éteindre sa planète, l'homme, avant de modifier sa planète, va vivre cette chose absolument extraordinaire. Alors voilà, si vous avez des questions, ce serait très intéressant parce que je voulais vous souligner que lorsque je donne une conférence, je n'ai pas je l'utilise tellement rarement, je n'ai pas de montre, je n'ai pas de notion de temps. Je n'ai pas de notion du tout, j'ai aucune idée du temps. Poser des questions, tu n'as pas besoin de les lire. Oui, parfait, ok, d'accord. Est-ce que ça va pour le temps? Parce que oui, ok. Parce que Pierre pose la question, y a-t-il une différence entre la mutation et un éveil? Oui. Un éveil, ça peut être de l'ego. Un éveil, ça peut être de l'ego. Une mutation, c'est une dictature de l'énergie. Dans l'éveil, il y a un processus de conscientisation. Je vais le dire autrement. Dans l'éveil, un individu s'aperçoit de son éveil. Et parce qu'il s'aperçoit de son éveil, il y a de l'ego. Et de l'éveil, ça peut créer de la spiritualité. Il y a de la spiritualité dans de l'éveil. Tandis que dans de la mutation, il n'y a aucune forme de spiritualité parce que dans la mutation, l'homme n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe en lui. Donc, l'être éveillé, c'est simplement il peut avoir une vision plus vaste. L'être qui est éveillé a une vision plus vaste de la réalité. Mais un individu qui a une vision plus vaste de la réalité, il peut avoir beaucoup d'ego. Il peut avoir beaucoup d'ego et un individu peut essayer de convaincre le monde. Tandis que dans une mutation, la mutation, là, pour donner un exemple, un éveil, je vais commencer par la fin. Une mutation, c'est être frappé par la foudre et c'est d'être capable de supporter le choc électrique de la foudre qui vous frappe. Ça, c'est une mutation. Une mutation, c'est complètement autre chose. Une mutation, c'est complètement être transformé en lumière. Un éveil, c'est quand vous écoutez un programme à la télévision et que vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses nouvelles. Alors, l'éveil, c'est l'élargissement de la conscience qui s'habitue à recevoir plus de l'énergie. La mutation, on ne demande pas la permission. Ça frappe. C'est-à-dire que lorsqu'un individu est prêt, l'énergie entre d'une manière exponentielle. Donc, un individu peut être 1 siècle, 2 siècles dans l'éveil. Et il peut vibrer, s'il va aux Indes, il va vibrer beaucoup à différentes philosophies, il va vibrer beaucoup. S'il va aux Indes, ça va toucher ses chakras, ça va toucher sa sensibilité. C'est un éveil, mais ce n'est pas une mutation. Une mutation n'appartient pas à la Terre. Une mutation, c'est quelque chose qui est infini. Une mutation, c'est une expérience qui est électrique. Donc, c'est une expérience qui est forte. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est quelque chose de différent. Il n'y a aucune spiritualité dans l'éveil.
Alors que autrefois, on disait un être éveillé, on disait un sage, mais c'est pas parce qu'il y a un sage que ça rend le monde sage. Alors que la mutation est une connexion psychique globale qui est une vraie dictature énergétique. Donc l'éveil vient de soi, voilà. L'éveil vient de soi, la mutation, c'est une connexion qui vient d'ailleurs. Voilà la différence. Est-ce que c'est possible d'avoir une mauvaise mutation ou la mutation est toujours quelque chose de bien? La mutation est toujours quelque chose de bien parce qu'elle est gérée par des forces qui sont totalement intelligentes. C'est pas l'homme qui décide de la mutation. Fait que c'est pour ça que l'exposé que je viens de donner concernant l'éveil et la mutation, je suis très heureux que vous me posiez cette question-là parce que non, la mutation, justement, elle ne peut pas être mal. Vous avez parlé des dauphins et de l'âme qui mute vers le corps de l'humain. Est-ce que c'est possible qu'une âme en transition se divise en deux? Oui. Une âme à transition se divise en deux, c'est ce qu'on appelle le phénomène des Gémeaux. Et c'est la raison pour laquelle les Gémeaux... les jumeaux, oui, jumeaux. Parce que je suis habitué à l'astrologie. Donc les jumeaux. Les jumeaux sont... ont une âme qui est divisée en deux. On pense, nous autres, qu'on va juste ça au niveau de la biologie, on va juste ça au niveau des chromosomes, puis on s'imagine que ces deux individus-là qui viennent des mêmes chromosomes, c'est pas du tout ça. C'est l'âme qui est justement divisée en deux, mais qui fait que les vrais jumeaux sont des individus qui vont... vivent une sorte de division de l'âme, mais qui vont se retrouver dans l'autre. Alors, on pourrait dire que les jumeaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les jumeaux, c'est la même âme. C'est la même personne divisée en deux, mais ils se retrouvent lorsqu'ils sont ensemble. Et c'est la raison pour laquelle les jumeaux n'ont pas du tout la même manière de voir l'amour, n'ont pas du tout la même manière de voir la pensée humaine. Ce sont des êtres qui ne sont jamais seuls. Ils ont une très grande chance. Parce que les jumeaux, c'est des êtres qui ont le pouvoir de ne jamais se sentir seuls. Parce que dans ce qui est leur moitié, ils retrouvent leur absolu. Donc, c'est une très, très belle expérience. C'est la seule division sur Terre qui est extraordinaire. Lorsqu'on a une connexion de mutation, est-ce que ça peut passer à travers le rêve par des informations sous forme de symboles? Ce ne sont pas des mutations, c'est de l'éveil et ça peut passer toujours à travers sous forme de symboles. Une mutation, c'est autre chose. Une mutation, c'est quelque chose qui va transformer l'homme vite. C'est comme je disais tantôt, c'est comme la foudre. C'est une expérience d'éveil. C'est une expérience, comment je pourrais dire, l'éveil pour lui donner un visage. L'éveil, c'est lorsque vous faites venir un électricien à la maison pour changer la boîte de courant électrique et mettre un plus haut voltage parce que vous allez utiliser des électroménagers qui consomment plus d'énergie. Alors, ce qui ressemble le plus à l'éveil, c'est changer le circuit électrique. Parce que le circuit électrique, c'est le système nerveux de l'individu. Et avant que l'énergie passe, il faut que son système nerveux soit capable d'absorber plus d'énergie parce que si l'individu, dans son éveil, recherche la communication avec les plans de la mort, recherche la communication avec des plans parallèles, avec les êtres qu'on pense venir d'un autre plan qui sont des ovnis. S'il recherche ces expériences et s'il le vit, ces expériences, et qu'il n'est pas capable de l'absorber, il va devenir ce qu'on appelle, nous autres, sur la Terre, un fou. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un déséquilibre complet entre ce qui peut absorber son courant énergétique, puis ce que le fil ne peut pas fournir. Alors, c'est-à-dire une manière de dire que les fusibles vont sauter. Et il va se retrouver en très grande difficulté de l'âme, d'être incapable de supporter cette énergie. Donc, l'homme doit respecter son énergie. Reposez-moi la question parce que je vais être capable de la redire dans une autre forme. Je veux savoir si ça a été bien dit. J'ai besoin de la vibration de la question. Nos rêves sont-ils toujours suggérés? On choisit donc le moment pour nous informer d'un événement à venir, sauf qu'il existe tellement de symboles que c'est difficile à comprendre. Oui, beaucoup de symboles sont là parce que l'homme ne veut pas se comprendre. L'homme n'a pas le temps de se comprendre. Et la raison pour laquelle l'homme n'a pas de temps pour se comprendre, c'est qu'il travaille.
Il est obligé de... Il n'a pas le temps d'étudier ces symboles, l'homme. Mais si l'homme pouvait étudier ces symboles et qu'il avait le temps sur Terre d'étudier ces symboles, il pourrait comprendre qu'il pourrait étudier la moitié de sa journée les symboles et il pourrait voir dans ces symboles son futur, il pourrait voir l'espace, il pourrait voir le temps, il pourrait comprendre les rêves prémonitoires. Mais le matin, les gens n'ont pas le temps. On ne vit pas dans une société qui autorise cette chose-là. Et c'est juste une question technique, c'est qu'on n'a pas le temps. Il faut aller travailler le matin. On ne peut pas prendre les notes en rêve et commencer à étudier les symboles. Il y en aurait pour à peu près 4 ou 5 heures. Donc, c'est quelque chose qui est très minutieux. Mais quand Carl Gustav Jung a travaillé, et je pense que Freud aussi, travaillé avec des rêves, la psychanalyse, c'est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est, autrement dit, le rêve est à plusieurs niveaux. Ça, la suite le rêve est à plusieurs niveaux. Il y a des rêves de compensation. Il y a des rêves où il faut comprendre que lorsqu'un individu rêve la nuit, lorsqu'il dort la nuit, il recharge intérieurement sa batterie. Il recharge son système nerveux. Il recharge son potentiel électrique. Mais en même temps, il va rêver à des structures qui vont le permettre de s'auto-guérir psychologiquement. C'est ce qu'on appelle les rêves. C'est une auto-guérison. Donc, il y a un pourcentage des rêves qui est strictement recharger la batterie, qui est strictement qui fait partie de la guérison et de l'équilibre. Il y a des rêves qui appartiennent à d'autres plans, qui appartiennent à l'intuition et qui appartiennent à la voyance de ce qu'il est en tant que totalité. À ce moment-là, ça fait partie de rêves éveillés. Ça fait partie de rêves d'éveil. Mais ce ne sont pas des rêves de mutation. Ce sont des rêves qui permettent l'éveil, qui le prépare à sa mutation. J'ai plusieurs questions, Normand, et donc on va y aller en rafale, OK? Parce que j'ai 5-6 questions encore, donc pour qu'on ait le temps de les répondre, ça sera en rafale. Quels seront les événements majeurs au cours des prochaines décennies qui permettront à l'humain de muter davantage? Devenir plus intelligent. Une solitude l'obligeant à devenir plus intelligent, le processus d'individualisation. Autre question. Comment se préparer au mieux à la descente de l'énergie? Ne pas se préparer au mieux. Parce que si vous vous préparez au mieux, vous êtes très, très, très angoissé, vous êtes très inquiet. Ne vous préparez pas, vous n'avez pas besoin de vous préparer. Quand vous venez au monde, vous n'avez pas besoin d'aller à l'Université McGill pour savoir comment est-ce que vous allez vous développer dans le corps de votre mère. Alors, c'est la même chose. Vous préparez-vous pas trop. Il y a beaucoup d'ego dans la préparation. L'enfant, lui, il n'a pas d'ego. Il se développe. Il est dans le corps de sa mère. Il fait sa job. La mère a fait sa job. Et puis, finalement, l'enfant sort quand il est prêt. C'est la même chose pour tout le reste. Le maître vient quand l'élève est prêt. L'enfant sort quand c'est le temps. Vous avez parlé beaucoup de la communication intergalactique. Est-ce que elle est rapide malgré la distance? Est-elle plus rapide que la lumière? Elle est plus rapide que la lumière. Elle est plus rapide que la lumière. Elle est instantanée. Autrement dit, un tel point que des créatures qui habitent de l'autre côté de l'univers, et non pas de l'autre côté de la galaxie, qui veulent entrer en contact avec l'homme, ça peut se faire instantanément. Il ne faut pas comparer la science d'aujourd'hui, qui est une science de lutin, qui est quand même une science intéressante. C'est une science qui est intéressante, mais c'est rien à comparer à des civilisations qui ont 200 millions d'années en avance sur nous. Soyez sérieux. C'est rien. Donc, ces capacités-là, chez ces êtres-là, ça fait longtemps qu'ils ont résolu le problème de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est quelque chose que les humains vont résoudre. Je pense que ça va même être résolu du moment où je vais être en vie. Je pense que je vais avoir le temps de voir ça avant d'arriver à vivre à d'autres niveaux. Alors, la vitesse de la lumière, ça, c'est un problème. La vitesse de la lumière, c'est un problème imaginaire. C'est pas un vrai problème, ça. Alors, quand il y a un contact, quand un individu est pris en charge par des forces, je peux vous dire une chose, c'est plus rapide que Lucky Luke. Ça va très vite. C'est parti, mon kiki. Je peux te garantir que le choix, tu ne l'as pas. Et que si la mutation, elle frappe, elle change, elle modifie. Mais n'allez pas penser que vous avez besoin d'être préparé, parce que je vous garantis, on vous prépare beaucoup plus que vous vous préparez. Fait que le temps que vous portez votre robe, puis que vous mettez votre petit collier, votre montre, puis que vous prenez votre sac à main, ça fait longtemps que l'autre bord, vous êtes déjà déshabillé.
puis rhabiller d'une manière différente. Je peux vous le garantir que ça se fait très rapidement, puis qu'ils n'attendront pas le temps que vous preniez votre sac à main. Vous allez être transformé. C'est comme ça, c'est fait extrêmement rapidement. Fait que vous n'aurez pas le temps de vous regarder dans le miroir. C'est intéressant parce que ça répond déjà presque à la prochaine question de Gabi, qui était, sachant que tout est programmé et réglé à l'avance, pourquoi être angoissé ou effrayé par ce qui nous fera évoluer? C'est parce qu'on a de l'ego, parce qu'on veut toujours avoir notre vie qui est sous notre contrôle. Quand notre vie n'est pas sous notre contrôle, on a l'impression de devenir fou, ça fait partie de l'ego, ça fait partie de l'angoisse. On n'est pas capable de comprendre que notre vie est prise en charge. On ne veut pas l'admettre, on ne veut rien savoir de ça. On sait tellement que notre vie est prise en charge qu'on a peur de ça. Fait qu'on essaie de la réduire à une zone de confortabilité, ce qui s'appelle le mental. Et bien entendu, un fou, c'est celui qui a tout perdu, sauf la capacité de raisonner. Donc, je dirais qu'à force de vouloir garder le contrôle de sa vie, on le perd. Alors, tout contrôle est fait pour le faire exploser. Ça, c'est ce qu'ils disent. Autrement dit, plus quelqu'un essaie de contrôler sa vie, plus ça va lui sauter dans la figure. Il n'y a pas de plan qui tienne. Puis quand un individu arrive dans cette conscience-là, si un individu prépare trop de plans, il va tenter de se sécuriser à travers ses plans, puis ça, c'est assujetti à... L'être humain est assujetti à se faire bousculer. Parce que même si vous avez un beau plan, et que ce n'est pas rattaché à une fusion, que vous avez un beau plan, que vous avez une belle maison, que vous avez une belle voiture, que votre vie va bien, là. Bon, ben ça, c'est en attendant de recevoir un météore sur la tête. Le météore, vous pouvez le recevoir sur la tête juste pour vous tout seul. Fait que il y a tellement de jeux en arrière de ça dans l'initiation que moi j'ai compris, j'appelle ça des lutins. Je me suis dit la plus grande évolution que vous pouvez avoir là, c'est la capacité que vous avez de ne pas faire de plan puis de lâcher prise. C'est intéressant parce que on dirait que en passant, Normand ne lit pas les questions, mais il devine la prochaine question. À peu près. Alors, la question de... J'ai pas mes lunettes. J'ai besoin... Ça, dans mon cas, quand j'ai pas mes lunettes, tout est flou. L'autre question de Pierre. Le Bouddha était éveillé, mais il appartenait toujours à ce plan. Il n'avait pas vraiment muté? Ben, pour moi, Bouddha, au sens où il est cru, c'est une plaisanterie. Bouddha... Écoutez... J'ai une très grande pitié pour les Indes parce que pour moi, c'est le Las Vegas de la forme. Pour moi, les Indes, c'est ce que je veux dire par des gens qui sont profondément aliénés par toutes sortes de croyances religieuses, c'est les Indes. Alors, Bouddha avait une expérience personnelle qui était intéressante, comme le Christ avait une expérience personnelle intéressante, comme Mahomet avait une expérience personnelle intéressante. Mais ce que l'homme doit comprendre un jour, c'est qu'il doit vivre de son expérience. Parce que Bouddha va transformer le monde en boudin. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'ai une dernière question avant de clore pour la rencontre. Ingrid, qui s'est joint à nous durant la rencontre. La mutation peut-elle être individuelle ou doit être collective? La mutation, comme je l'ai dit dans la conférence au tout début, c'est un long processus d'individualisation. C'est individuel, une mutation. Ingrid n'avait pas été au début. Oui, c'est ça. L'éveil, c'est individuel. La conscientisation, c'est individuel. C'est tout un processus d'individualité. On va retrouver la communion ou la communication collective seulement après le principe d'individualité. Le principe d'individualisation, c'est un principe où l'individu va installer chez lui, pour vous donner une image, là, il va installer chez lui une boîte pour faire entrer un immense courant électrique. Mais c'est sa maison à lui, c'est pas la maison du voisin. Donc, les appareils qu'il a dans sa maison, qu'il a besoin pour gérer son électricité, ça se fait parce que c'est sa maison. Il a besoin de tant d'énergie. Et à chaque maison, il y a une consommation, puis il y a un compteur
pour l'expliquer dans cette forme-là, il y a un compteur qui est individualisé. D'ailleurs, le monde de la matière tel qu'on le vit présentement ressemble beaucoup à un éveil personnel. C'est une conscience qui est individualisée avec un compteur, avec ce que ça consomme d'énergie, parce que c'est étudié sur d'autres plans. Autrement dit, il y a des gens qui lisent vos compteurs d'éveil. Il y a des gens qui savent exactement où ce que vous êtes rendu, puis il y a des entités qui savent exactement quelle expérience vous donnez, puis quelle expérience qu'ils ne peuvent pas vous donner. Parce que vous allez sauter complètement, aussi bien dans la tristesse que dans la joie. Il y a des joies qui peuvent être trop fortes, puis il y a des tristesses qui sont trop fortes. Fait que ça, c'est géré de l'autre côté. C'est géré. Parce que les 3/4 de la planète voudraient se suicider. Déjà là, en ce moment, le processus d'individualisation, si vous me demandez une des principales causes de suicide chez l'individu, c'est que son processus d'individualisation est tellement puissant qu'il y en a qui ne sont pas capables, pour eux, au niveau de leur ego, même de prendre la base. Alors, ils prennent un revolver puis en finissent avec la vie. Ça, je parle du suicide chez les jeunes. Fait que c'est des gens qui, dans le processus d'individualisation, ils regardent le monde. Puis au lieu de sentir leur individualité, que c'est quelque chose d'extrêmement important, ils se sentent différents des autres. Ils se sentent rejetés des autres. Donc, le premier niveau, c'est ils se sentent pas acceptés des autres. Puis pour eux, les autres, ça fait partie fondamentalement de la valeur qu'ils croient être. Parce qu'au lieu de penser qu'ils sont quelque chose en eux-mêmes, ils s'imaginent que les autres vont leur donner leur échelle de valeur. Et quand ils n'obtiennent pas des autres, parce qu'ils manquent d'individualité, ils manquent de force dans leur individualité, parce qu'ils sont les autres en eux. Ils ne sont pas capables de le prendre, ils prennent un fusil puis ils se tirent une balle dans la tête. Fait que c'est une tentative d'individualisation qui n'est pas comprise parce que chez l'adolescent, on oblige dans notre société à ce qu'il soit conforme. C'est un élevage de cochons d'Inde, notre société. Ce n'est pas de l'intelligence. Donc, l'adolescent, pour lui, c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de prendre. Il est en train de développer son individualité et la société lui dit « fais ceci », la société lui dit « fais cela », la société lui dit « fais ceci », la société lui dit encore « fais cela », il ne prend pas, il prend un gun, puis me fait l'expérience de son espace-temps pour arriver dans un autre monde où il va pouvoir peut-être poursuivre à un certain niveau. Mais c'est pas souhaitable. Parce que l'être humain a une expérience à vivre sur Terre et elle est intéressante. Et c'est pour ça qu'en attendant qu'il y a des bas, il y a des hauts. Donc, il y a des cycles. Donc, ça, c'est une bonne démonstration d'un processus d'individualisation qui échoue. Parce que les autres ont trop d'importance. S'individualiser, c'est mettre fin aux autres en nous. Puis tous les petits lutins qui suivent en arrière. Autrement dit, c'est se libérer du mal. Puis ensuite, c'est retrouver le monde. Mais c'est retrouver le monde dans leur intelligence, c'est retrouver le monde dans leur esprit. Donc, c'est retrouver des gens qui vont être en vibration avec vous. C'est retrouver des gens qui vont être en symbiose avec vous. C'est retrouver des gens avec lesquels vous allez vous sentir bien. C'est pas compliqué, ça, des gens avec lesquels vous allez vous sentir bien. Des gens avec lesquels on se sent bien, c'est des gens avec lesquels on peut créer. Pas avec lesquels on attend des anges, pas avec lesquels on attend des soucoupes volantes. Ça, c'est du déséquilibre. Les soucoupes volantes, de toute manière, puis les plans extradimensionnels sont gérés, et c'est pour ça que ça apparaît dans votre vie quand c'est le temps, puis pas dans le temps de votre ego. Alors, si je vous dis ceci, contrôler le moins possible, c'est contrôler le plus possible. C'est en ne contrôlant pas qu'on contrôle tout. Merci, Normand. C'est un immense plaisir. C'est un immense plaisir. J'espère que vous n'avez pas trop mal aux oreilles, parce que c'était connecté un peu. Quand je laisse passer cet élan d'énergie. Ça a été un immense plaisir. J'aimerais, ce que j'ai pas fait au début, voyez, parce que je suis collé dessus, j'aimerais remercier Pierre de tout le côté technique. Il fait un travail qui est considérable. C'est une belle représentation, phénoménale.
de notre coexistence étrique qui nous permet de créer quelque chose d'intéressant pour pouvoir placer ça sur le téléphone de la prochaine civilisation, qui est l'Internet. Michio Kaku disait ça. Allez voir sur YouTube qui est Michio Kaku. K-A-K-U, son nom de famille. Et il disait que l'Internet, c'était le téléphone de la prochaine civilisation. On a tout de l'ancienne, de la civilisation 0, mais on a le téléphone de la civilisation 1, l'Internet. Et ça va permettre dans le temps, en étant déposé sur des disques durs, puis ensuite dans des cristaux, d'être étudié, ce que je dis présentement, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 200 ans. Puis quand les gens vont être dans un processus d'individualisation, ça va permettre à ce moment-là, dans ces gens-là, à cette époque-là, les gens maintenant, mais les gens aussi dans le futur. Parce que quand on parle toujours dans le futur. On parle toujours dans le futur. Pour le futur. On parle pour le maintenant, mais pour le futur. On est un maintenant qui s'en va vers le futur. Pour des civilisations, des jeunes qui justement auront peut-être la chance d'écouter ça. Puis quand ils vont comprendre que c'est un processus d'individualisation en eux, ben ils prendront pas le fusil, puis ils vont être capables de dire « Ah, OK, c'est ça! » Donc, ils vont être capables de se dédramatiser et d'aller très loin. Fait que c'est un immense plaisir, chers messieurs et mesdames, d'avoir été là. Je vais prendre mes lunettes. Là, c'est des vraies grosses lunettes, ça, là, parce que... Alors, j'aimerais remercier Gabi. Merci beaucoup, Gabi. C'est très gentil, les petits mots que tu laisses sur Internet. Madeleine, Pierre, puis l'autre Pierre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, Daniel. J'espère ne pas oublier personne. Ingrid. Bien oui, c'est un immense plaisir. Et c'est à écouter... comment je pourrais dire, tranquillement, et puis à un moment donné, vous prenez ce qui fait votre affaire, bien entendu, et c'est une énergie, hein, ça passe direct, c'est assez colossal. Alors, c'est une belle expérience de communication, de pouvoir dire, et surtout, je dirais, puis je termine là-dessus, de pouvoir vivre concrètement ce que je suis en train de vous enseigner, ce que je suis en train de vous dire. Alors, merci beaucoup. Puis, je vous dis à la prochaine conférence.